Mardi matin, un convoi s'arrête. L'armée retient son souffle. Sur la N1, l'escorte est retournée, le matériel du Nord confisqué, les radios coupées, et 20 fidèles imposent le silence à leurs propres frères. Pourquoi Ibrahim Traoré choisit-il d'attendre, sans couvre-feu ni assaut, alors que chaque minute semble offrir l'avantage aux traîtres et à ses parrains invisibles ? Parce qu'un délai peut déplacer la pression. Le convoi est près d'une école, les civils regardent, la rue s'échauffe, les alliés désertent, et une preuve publiée qu'au bon moment renverse la scène sans tirer. Ce récit promet plus qu'un fait divers militaire. Il expose une méthode de gestion de crise où le temps, la transparence graduée et la preuve déplacent l'équilibre sans escalade. Pour le lecteur, l'intérêt est de comprendre comment éviter l'irréversible en situation extrême. Comprendre comment éviter l'irréversible en situation extrême. À partir d'un convoi intercepté, l'analyse montre comment une décision apparemment passive reconfigure les loyautés, fragilise un réseau clandestin et protège des civils pris en étau, tout en conservant l'intégrité du matériel stratégique. L'enjeu n'est pas seulement la capture d'un officier, mais la démonstration qu'une autorité peut rester ferme sans brûler ses options. Ce fil déroulera les mécanismes précis, la lecture du terrain, l'anticipation des réactions publiques, l'usage calibré de la communication et le moment exact où une pièce documentaire suffit à faire s'effondrer des promesses offshore. À chaque étape, il s'agit d'évaluer ce qui se gagne et ce qui se perd quand on privilégie l'intelligence opérationnelle au réflexe punitif. La question centrale demeure: à quelles conditions une crise armée devient-elle une leçon de gouvernance reproductible plutôt qu'un précédent dangereux ? D'emblée, une mini-révélation s'impose. 48 heures ont suffi pour inverser un rapport de force sans un coup de feu. Et un document a pesé plus que des blindés. Dans les heures qui suivent l'interception du convoi sur la N1, la stupeur gagne Ouagadougou. Le matériel destiné au nord est intact, les soldats désarmés, les communications coupées. Rien n'est détruit, ce détail d'apparence mineure indique déjà une intention, conserver un levier, pas déclencher un chaos. C'est là que la réponse d'Ibrahim Traoré commence à dérouter les observateurs. Parce qu'elle refuse l'automatisme militaire. Le contexte est celui d'une armée sous pression, engagée sur plusieurs fronts, où chaque perte matérielle compte et où la moindre bavure civile peut retourner l'opinion. Le convoi immobilisé près d'une école crée une contrainte supplémentaire. Toute intervention cinétique ferait des victimes innocentes. Cette géographie impose une lecture fine du terrain et transforme le temps en variable stratégique. Ibrahim Traoré ne nie pas la trahison, il la confirme publiquement, puis il pose une question simple qui déplace le débat. Pourquoi un officier formé, protégé et rémunéré prendrait-il un tel risque ? À ce stade, les hypothèses circulent. Ingérence étrangère, conspiration politique, rachat par des groupes armés. L'incertitude nourrit la panique, les marchés s'inquiètent. Les commentateurs dénoncent une faiblesse. Pourtant, l'absence d'assaut n'est pas un vide d'action. Elle crée un espace où les loyautés sont testées, où les alliés hésitent, où la rue observe. Ibrahim Traoré parie sur l'asymétrie informationnelle, laisser l'adversaire parler, se dévoiler et commettre l'erreur de trop. Le cadre légal est rappelé sans emphase. Procès équitable en cas de reddition, conséquences en cas de refus. Aucun ultimatum spectaculaire. Cette retenue structure la suite car elle prépare l'acceptation publique d'une preuve à venir. La crise cesse d'être un bras de fer armé, elle devient une enquête sous les yeux de tous avec un chronomètre visible. La question ouverte du début trouve ainsi son premier élément de réponse. Le temps, bien utilisé, peut retourner la pression contre celui qui croit la maîtriser. Et là, sur le terrain, les premiers témoins ne sont ni des généraux, ni des diplomates, mais des soldats ordinaires et des habitants du voisinage. Autour de l'école, les familles filment, chuchotent, comptent les heures, les images amateurs montrent des véhicules chargés de munitions stationnés à quelques mètres des salles de classe. Ce contraste saisissant transforme la perception de la crise. L'affaire n'est plus seulement militaire, elle devient civique. La présence d'enfants impose une limite morale claire à toute action précipitée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef distant que comme un repère narratif.
Son choix de s'exprimer sans décor, sans montage, installe une proximité inhabituelle. Il reconnaît la peur, confirme les faits, puis s'abstient de menacer. Cette sobriété change le ton général. Les réseaux sociaux, d'abord anxieux, commencent à relayer un autre message. La sécurité des civils prime et la responsabilité individuelle est mise en lumière. L'impact est immédiat sur les soldats impliqués. Certains comprennent qu'ils ont été entraînés dans une opération qu'ils n'avaient pas entièrement comprise. Un premier effet se dessine alors, la défection silencieuse. Un par un, des hommes quittent le périmètre et regagnent la capitale. Ils racontent une même histoire de promesses floues et de peurs tardives. Sans intervention armée, la base du soutien se fissure. Cette dynamique précoce confirme que la stratégie ne vise pas l'affrontement, mais l'isolement progressif du noyau dur. En clair, la retenue transforme l'opinion en levier actif. Le déclenchement commence par un choix qui paraît contre-intuitif. Après avoir confirmé publiquement la trahison, Ibrahim Traoré ne décrète ni état de siège, ni opération de récupération immédiate. Il annonce un cadre simple et vérifiable. 48 heures pour une reddition volontaire assortie de la garantie d'un procès équitable. Aucune menace, aucun déploiement spectaculaire. Ce cadrage déclenche instantanément deux dynamiques opposées. À l'extérieur, des analystes internationaux dénoncent une naïveté dangereuse. À l'intérieur, l'opinion observe le compte à rebours comme un test de crédibilité et de responsabilité. Le point culminant se construit lorsque le temps devient l'acteur principal. Les premières 24 heures s'écoulent sans affrontement. Le convoi reste immobilisé. L'école voisine continue d'accueillir des enfants sous tension. Cette absence d'action visible déplace progressivement la pression. Elle ne pèse plus sur l'autorité politique, mais sur ceux qui détiennent le convoi. Chaque heure supplémentaire accroît leur exposition morale et juridique aux yeux de la population. Des vidéos amateurs commencent à circuler, montrant clairement la proximité des véhicules chargés de munitions avec des zones civiles. Le débat public change de nature. La crise cesse d'être abstraite et devient concrète, humaine. À ce stade, Ibrahim Traoré ne multiplie pas les déclarations, il maintient le silence, laissant la narration se recomposer d'elle-même. Ce choix renforce l'effet de loupe médiatique. Les familles s'expriment, les organisations civiles appellent à la protection des enfants et les réseaux sociaux exigent une issue sans effusion de sang. La pression sociale s'accumule là où la force militaire aurait créé un choc immédiat mais éphémère. Le centre de gravité de la crise glisse lentement. Lorsque l'échéance approche et qu'il reste 12 heures, le commandant retranché tente une sortie médiatique. Il contacte la presse et affirme disposer de soutiens internationaux, de garanties financières et d'assurances pour ses hommes. Il parie sur l'idée que l'État n'osera pas intervenir près d'une école. Cette prise de parole, censée démontrer sa force, révèle au contraire sa dépendance à des promesses invisibles. Elle ouvre une fenêtre stratégique décisive. La réponse ne prend pas la forme d'un discours, mais d'un acte documentaire. Un seul fichier est rendu public sur un canal officiel. Un contrat signé 6 mois plus tôt avec une société écran enregistrée dans un paradis fiscal. Et le document comporte une signature numérique vérifiable, des mentions notariales et des traces de virements partiels. En quelques instants, le cadre narratif bascule. La trahison n'est plus une hypothèse idéologique ou politique. Elle devient une transaction chiffrée et traçable. Les répliques sont rapides et profondes. Le soutien interne au commandant s'effondre. Des hommes quittent le périmètre, affirmant avoir été trompés sur la nature de l'opération. Les promesses financières perdent toute valeur une fois exposées publiquement. La rue se mobilise sans violence, exigeant justice et protection des civils. L'isolement devient total. Avec 6 heures restantes, la reddition intervient. Elle se fait sans mise en scène, conformément au cadre annoncé dès le départ. Ibrahim Traoré rappelle brièvement que la loi suivra son cours et que personne ne sera exécuté hors procédure. La séquence se conclut sans affrontement, mais avec une onde de choc durable, l'ouverture d'enquêtes élargie et la démonstration qu'un réseau peut s'effondrer sous le poids d'une preuve publiée au moment exact. Au départ, la situation de référence est simple et défavorable. Un convoi stratégique immobilisé, zéro contrôle effectif sur le matériel et un risque civil maximal lié à la proximité d'une école. Puis l'écart apparaît quand la preuve est publiée
En quelques heures, le soutien au commandant se délite, les désertions s'enchaînent et la reddition devient l'issue la plus rationnelle. Ce renversement ne tient pas à la force, mais à l'asymétrie informationnelle créée par la transparence graduée d'Ibrahim Traoré. Un premier repère se mesure, 48 heures. Ce délai, présenté comme un geste légal, agit en réalité comme un amplificateur de pression sociale. Chaque heure supplémentaire accroît le coût réputationnel pour les preneurs d'otages, tandis qu'elle réduit le risque politique pour l'État. La comparaison avant/après est nette. Avant l'annonce, l'opinion est inquiète. Après, elle exige la protection des civils et la reddition, sans appel à la violence. En termes d'efficacité, le temps devient un multiplicateur, pas un frein. Un deuxième repère, un document contre une force armée. Avant la publication, les hypothèses dominent. Après, une preuve vérifiable requalifie les intentions. Le contrat, daté de 6 mois plus tôt, comporte une signature numérique et des traces de virement partiel. L'effet est immédiat. La narration bascule de la trahison idéologique à la corruption transactionnelle. Cette requalification réduit drastiquement l'espace de justification publique pour le commandant, tout en légitimant l'inaction militaire. Ibrahim Traoré n'ajoute pas d'accusation. Il laisse la matérialité des faits produire les faits. Un troisième repère, 3 promesses mises à nu, financement, immobilier, assurance et leur effondrement simultané. Avant, ces promesses soutiennent la cohésion du groupe. Après, elles deviennent des preuves à charge. L'écart se mesure par la vitesse de la défection. Des hommes quittent le périmètre sans confrontation, invoquant la peur pour leur famille et la découverte tardive du contrat. L'économie de la loyauté se révèle fragile dès lors que l'opacité disparaît. Ces mesures n'ajoutent pas de faits nouveaux, elles structurent l'impact. Situation de référence, contrôle armée locale, récit spéculatif, risque civil élevé. Écart, isolement social du noyau dur, récit factuel dominant, sécurité civile préservée. La clé réside dans l'ordre d'apparition des informations. En rendant la preuve publique après avoir fixé le cadre légal et le délai, l'autorité maximise l'acceptation et minimise l'escalade. C'est une démonstration de séquençage. Quand publier compte autant que quoi publier. Enfin, l'absence de pertes humaines est un résultat quantifiable par défaut. Avant, l'assaut aurait exposé des centaines de civils. Après, la reddition intervient sans tir. Ibrahim Traoré transforme ainsi des contraintes en métriques de succès. Temps maîtrisé, preuves vérifiées, vie épargnée. La delta finale n'est pas seulement opérationnelle, elle est normative, car elle établit un précédent de gestion de crise où la preuve placée au bon moment vaut plus qu'une victoire tactique immédiate. Les critiques les plus solides de cette gestion avancent 2 arguments qu'il faut prendre au sérieux. D'abord, l'attente crée un précédent risqué. En laissant passer 48 heures, l'autorité exposerait l'État à la contagion en signalant que la prise d'otage d'un convoi stratégique peut se négocier dans l'espace public. Dans cette lecture, la dissuasion repose sur la rapidité et la certitude de la sanction. Toute pause serait interprétée comme une faiblesse exploitable par d'autres acteurs armés. Ensuite, la dépendance à une preuve documentaire serait aléatoire. Si le document n'avait pas été accepté par l'opinion, s'il avait été contesté ou perçu comme manipulé, la stratégie se serait retournée contre son auteur. Miser sur l'information plutôt que sur la force reviendrait alors à jouer une carte unique, sans filet, dans un environnement où la désinformation circule vite et où la confiance institutionnelle peut être fragile. Ces objections sont cohérentes, elles décrivent un risque réel. La réponse tient toutefois dans les conditions précises posées dès le départ. D'abord, le délai n'est pas ouvert, il est borné, public et assorti d'un cadre légal explicite. Cette bornage transforme l'attente en instrument de contrôle plutôt qu'en flottement. Ensuite, la retenue n'est pas un vide d'action, elle est accompagnée d'une communication minimale, factuelle, qui reconnaît la trahison et fixe les règles. Ibrahim Traoré ne promet rien au-delà de la loi. Seulement, il réduit ainsi l'espace d'interprétation.
Sur la preuve, la clé réside dans la vérifiabilité. Le document publié n'est pas une allégation, mais un contrat traçable, avec signature numérique et éléments corroborants. Cette matérialité limite la contestation crédible et déplace le débat du registre émotionnel vers le registre factuel. La stratégie n'ignore pas le risque informationnel. Elle le neutralise par la qualité de l'élément rendu public et par son séquençage après l'annonce du cadre légal. Enfin, l'argument de la dissuasion mérite d'être retourné. La reddition, sans affrontement, suivie d'enquêtes élargies, envoie un signal différent mais robuste. Les réseaux clandestins peuvent être exposés, isolés et démantelés sans offrir de martyrs ni de spectacle. La dissuasion ne passe pas uniquement par la vitesse de la force, mais par la certitude d'une exposition publique et d'une sanction procédurale. Ainsi, la réponse aux critiques n'est pas normative, elle est conditionnelle. Dans un contexte précis, civil en danger, preuve vérifiable disponible, cadre légal clair, la stratégie choisie maximise les gains et minimise les pertes. Le Stillman tient, la réfutation aussi, parce qu'elle s'appuie sur les faits et l'ordre dans lequel ils ont été révélés. Ce qui change réellement la dynamique n'est ni la reddition finale, ni le contrat publié, mais le moment précis où la crise cesse d'être militaire pour devenir sociale. À mi-parcours du délai, l'attention collective se déplace. Les discussions ne portent plus sur la capacité de l'État à frapper, mais sur la responsabilité individuelle du commandant et la sécurité immédiate des civils. Ce glissement est décisif, car il retire toute légitimité morale à une confrontation armée. À partir de là, chaque action potentielle est jugée à l'aune d'un critère simple. Protège-t-elle les enfants à proximité de l'école ? Cette question, répétée dans l'espace public, enferme le noyau dur dans une contradiction insoluble. Résister, c'est assumer le risque civil sous l'œil des caméras. Se rendre, c'est perdre l'illusion de contrôle, mais préserver des vies. Le choix stratégique d'Ibrahim Traoré consiste précisément à rendre cette contradiction visible sans la verbaliser. Cette révélation de mi-parcours éclaire aussi la nature du leadership en jeu. L'autorité ne s'exerce pas ici par accumulation de menaces, mais par la maîtrise du cadre d'évaluation, en fixant le tempo et les règles, puis en laissant la société observer. Ibrahim Traoré transforme le public en arbitre implicite. Le pouvoir ne s'affiche pas, il se distribue dans les regards, les attentes et les silences. À ce stade, la question suspendue depuis le début prend une nouvelle forme. Si la force n'est plus l'outil central, alors qu'est-ce qui fait réellement plier un réseau organisé ? La réponse commence à émerger. L'isolement public, quand il est méthodiquement construit, peut être plus contraignant qu'une supériorité matérielle. Le reste de la séquence consistera à mesurer les effets concrets de ce basculement. Les effets du basculement se lisent d'abord au niveau de l'État. En évitant l'assaut, l'autorité préserve l'intégrité du matériel stratégique et réduit à zéro le risque de perte civile, tout en renforçant la légitimité procédurale de la réponse. La séquence publique, cadre légal annoncé, délai borné, preuve vérifiable, installe un précédent opératoire. La loi comme horizon, l'information comme levier. Ibrahim Traoré sort de l'épisode avec un capital institutionnel renforcé, non par la démonstration de force, mais par la cohérence entre parole et action. Cette cohérence facilite l'ouverture d'enquêtes élargies sans polariser l'opinion. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact est immédiat mais contrasté. À court terme, l'incertitude liée à l'interception du convoi et aux commentaires internationaux nourrit la prudence. À moyen terme, la résolution sans affrontement rétablit une lisibilité essentielle. La sécurité des opérations n'est pas subordonnée à l'arbitraire, et les crises sont traitées dans un cadre prévisible. La publication d'un contrat traçable, avec des éléments vérifiables, envoie un signal aux partenaires. La lutte contre la corruption n'est pas rhétorique, elle repose sur des preuves. Cette clarté réduit la prime de risque informationnelle, même si elle n'efface pas les tensions structurelles. Du côté des civils, la conséquence la plus tangible est l'absence de victimes. Les familles proches de l'école voient le danger se dissiper sans explosion ni évacuation d'urgence. La mobilisation qui s'est exprimée
appel à la protection des enfants, demande de justice non violente, trouve une issue conforme à ses attentes. Ce résultat renforce l'idée que la pression civique peut influencer l'issue d'une crise armée lorsqu'elle est intégrée au tempo décisionnel. Ibrahim Traoré bénéficie ici d'un alignement rare entre sécurité et sens moral partagé, et c'est ce qui nourrit une confiance conditionnelle mais réelle. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode produit un effet d'entraînement. Les révélations documentaires incitent d'autres pays à examiner leurs propres vulnérabilités, notamment les mécanismes de cooptation financière et les promesses d'investissement offshore. La démonstration ne tient pas à la singularité du cas, mais à la méthode. Exposer les réseaux par la preuve, plutôt que de les écraser par la force, limite la création de martyrs et fragilise les soutiens transnationaux. Ce signal résonne dans un espace où les dynamiques sont interconnectées. Pris ensemble, ces impacts dessinent une conclusion opérationnelle. Pour l'État, la légitimité procédurale est un multiplicateur de puissance. Pour l'économie, la transparence documentée stabilise les anticipations. Pour les civils, la retenue sauve des vies et renforce la voie publique. Pour la région, la méthode devient un repère. Ibrahim Traoré n'a pas seulement clos une crise, il a montré comment une séquence bien ordonnée transforme une menace en apprentissage collectif. La question suivante est alors logique. Cette approche est-elle durable et dans quelles conditions peut-elle être reproduite sans perdre son efficacité ? Le premier scénario, de base, prolonge la logique observée. Les enquêtes ouvertes se poursuivent, d'autres contrats et intermédiaires sont identifiés, et la coopération judiciaire consolide les procédures. La méthode, cadre légal clair, publication séquencée des preuves, communication minimale, devient un protocole implicite pour des crises comparables. Dans ce cas, la dissuasion repose sur la certitude d'une exposition publique documentée. Le risque principal tient à l'essoufflement. Si la transparence n'est pas suivie d'actes judiciaires visibles, l'effet pédagogique s'érode. La stabilité dépend alors de la continuité institutionnelle et de la capacité à transformer un succès ponctuel en routine crédible. Le scénario optimiste ajoute une couche d'apprentissage collectif. Les forces armées intègrent des mécanismes de prévention, audits financiers ciblés, canaux de signalement protégés, formation à l'éthique opérationnelle. Les partenaires régionaux échangent des informations sur les schémas de cooptation, réduisant l'attrait des promesses offshore. La société civile conserve un rôle de vigie attentive aux signaux faibles. Dans cette trajectoire, l'épisode sert de catalyseur à une réforme plus large où la preuve et la procédure deviennent des normes partagées. L'effet dépasse le cas initial et renforce la résilience face aux tentatives de déstabilisation. Le scénario dégradé souligne les limites. Des acteurs adaptent leurs méthodes, fragmentent les réseaux, complexifient les flux financiers et misent sur la désinformation pour contester les preuves. La répétition du modèle, sans adaptation, expose à l'accusation de lenteur ou de calcul politique. Si une crise future ne dispose pas d'un élément documentaire aussi solide, l'attente pourrait être interprétée comme une hésitation. La clé du risque est l'anticipation. Sans capacité d'enquête renforcée et sans préparation de la communication, la stratégie perd son avantage asymétrique. Une recommandation transversale s'impose, quelle que soit la trajectoire. Penser en séquence, pas en réaction. Cela implique de définir à l'avance les seuils d'action, donc les délais maximaux et les critères de publication des preuves, sans assigner de probabilité. Il s'agit aussi de diversifier les leviers juridiques, informationnels, civiques, pour éviter la dépendance à une seule carte. Dans ce cadre, le leadership d'Ibrahim Traoré est moins un modèle à copier qu'un cas d'école à contextualiser. À 6 à 12 mois, la durabilité dépendra donc de la capacité à institutionnaliser l'apprentissage sans figer la méthode. La question à trancher n'est pas de savoir si l'on peut toujours attendre, mais quand attendre renforce la loi et quand agir autrement protège mieux les civils et l'État. Pour le public, l'épisode produit des effets différenciés selon les positions et les attentes. Pour les citoyens exposés à la crise, la première retombée est psychologique. La confirmation qu'une issue sans violence est possible même lorsque les armes sont présentes. La visibilité accordée à la sécurité des civils, notamment des enfants,
installe un repère clair pour juger l'action publique. Cette référence devient un critère d'évaluation durable, au-delà de l'événement lui-même. Pour les soldats et leurs familles, la séquence envoie un message ambivalent mais structurant. D'un côté, la trahison est nommée et traitée sans détour. De l'autre, la procédure et le droit sont respectés. Cette combinaison réduit l'incertitude individuelle. La loyauté n'est pas seulement une injonction morale, elle est protégée par des règles visibles. Le fait que des défections aient été possibles sans représailles immédiates renforce l'idée qu'il existe une voie de sortie lorsque l'erreur est reconnue à temps. Pour les observateurs économiques et associatifs, l'impact tient à la lisibilité. La gestion de crise devient compréhensible parce qu'elle suit une séquence intelligible. Les décisions ne semblent ni arbitraires ni improvisées. Cette lisibilité facilite l'engagement conditionnel. Soutenir, critiquer ou s'abstenir repose sur des éléments vérifiables plutôt que sur des rumeurs. La publication d'une preuve documentée clarifie les lignes et limite la propagation de récits concurrents. À l'échelle des communautés en ligne, la dynamique de participation évolue. Les échanges passent de l'alerte à l'analyse, puis à la demande de compte. Ce déplacement crée un espace pour des contributions utiles, signalement, témoignage, contextualisation, plutôt que pour la surenchère émotionnelle. L'autorité bénéficie alors d'un public moins polarisé, capable de suivre un raisonnement séquencé. 2 suggestions pratiques émergent pour le public: distinguer le tempo de l'inaction et demander des preuves avant des gestes spectaculaires. Ces réflexes civiques ne garantissent pas le succès, mais ils réduisent le coût des erreurs. Dans cette perspective, l'épisode associé à Ibrahim Traoré n'impose pas une adhésion, il propose un mode de lecture. La suite dépendra de la capacité collective à maintenir cette exigence de clarté lorsque l'urgence reviendra. La première étape consiste à verrouiller le cadre légal avant toute escalade. Et cela implique d'annoncer publiquement les règles applicables, les délais maximaux et les droits garantis afin que chaque acteur comprenne le périmètre d'action. Dans la séquence étudiée, cette clarté a précédé la publication de la preuve et a préparé son acceptation. Ibrahim Traoré a ainsi fixé un horizon procédural qui limite les interprétations opportunistes et réduit la pression d'une réaction immédiate. La deuxième étape vise à renforcer la capacité d'enquête. Sans éléments vérifiables, la stratégie informationnelle perd son avantage. Concrètement, cela suppose des équipes dédiées au traçage financier, à la validation des signatures numériques et à la conservation des preuves. Le critère de réussite n'est pas la quantité de documents, mais leur auditabilité par des tiers crédibles. Un point clé est le suivant: délai entre la découverte d'un élément et sa mise en forme publiable sans compromettre l'enquête. Troisièmement, il faut séquencer la communication. Parler peu, mais à des moments précis. Une reconnaissance factuelle initiale, un silence opérationnel assumé, puis une révélation documentée au moment où l'opinion est prête à l'entendre. Cette orchestration n'est pas cosmétique, elle conditionne l'effet de la preuve. Ibrahim Traoré a montré que l'ordre des annonces peut transformer une information en levier décisif plutôt qu'en simple accusation. La quatrième étape concerne l'intégration du public comme acteur indirect. Sans lui déléguer la décision, il s'agit de rendre visibles les critères d'évaluation, protection des civils, respect du droit, traçabilité. Les retours, témoignages et signalements doivent être canalisés et vérifiés. Un indicateur de suivi peut être le suivant: proportion de contribution exploitable par rapport au bruit informationnel. Enfin, la cinquième étape est l'institutionnalisation. Chaque crise résolue doit produire des ajustements formalisés, protocoles, formations, audits réguliers. Le succès n'est durable que s'il devient reproductible sans dépendre d'une personnalité ou d'un contexte exceptionnel. La feuille de route ne promet pas l'absence de crise, elle propose une manière de les traverser en minimisant les pertes humaines et politiques. Cette séquence répond à la question laissée ouverte plus tôt. La méthode est viable si elle est préparée, mesurée et révisée. Ibrahim Traoré n'a pas improvisé une solution miracle, il a appliqué un enchaînement d'actions cohérentes.
La prochaine partie reviendra sur ce que ce choix laisse comme trace émotionnelle et symbolique, au-delà des procédures. Le motif revient là où il est né, devant une école, à hauteur d'enfant, dans un silence tendu que ni les armes ni les slogans n'ont brisé. Ce détail presque banal résume l'épisode mieux qu'un discours. La crise n'a pas été close par une victoire spectaculaire, mais par une retenue assumée qui a laissé la société regarder, juger et peser les conséquences. C'est dans cet espace que l'autorité a pris forme. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un héros de circonstance, mais comme un point de fixation narratif. Sa posture, volontairement dépouillée, rappelle que le pouvoir peut s'exercer sans mise en scène, à condition que les règles soient claires et tenues. Le rappel du cadre légal, la patience affichée, puis la preuve rendue publique compose une séquence qui marque les esprits parce qu'elle contredit l'attente de violence. Le souvenir qui demeure n'est pas celui d'un assaut évité, mais d'un choix maintenu sous pression. L'écho émotionnel tient aussi à ce qui n'a pas eu lieu. Pas de victimes, pas de destruction, pas de représailles aveugles. Pour les civils, cette absence devient un symbole concret de protection. Pour les institutions, elle sert de rappel exigeant. La force ultime n'est pas toujours celle qui s'exerce, mais celle qui se retient au bon moment. Ibrahim Traoré laisse ainsi une trace qui dépasse l'événement en reliant gouvernance et responsabilité morale. La phrase qui s'impose alors, sans emphase, agit comme un clou narratif. La patience peut être une stratégie quand elle est armée de preuves. En fait, ce rappel prépare naturellement l'ultime ouverture vers le lecteur. L'histoire se referme sans injonction, mais avec une invitation à réfléchir collectivement. Ce qui s'est joué autour de ce convoi ne relève pas seulement d'un épisode sécuritaire. C'est un test de maturité civique et institutionnelle. La séquence montre qu'une société peut traverser une crise armée en privilégiant la lisibilité des règles, la protection des civils et la force de la preuve, plutôt que la précipitation. Ce choix n'efface pas les risques, il les ordonne. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'ériger un modèle universel, ni de sacraliser une figure. Il s'agit plutôt d'identifier les conditions minimales qui rendent une telle approche possible. Un cadre légal crédible, une capacité d'enquête réelle, et un espace public capable d'attendre sans se fragmenter. Là où ces éléments manquent, l'imitation mécanique serait vouée à l'échec. Là où ils existent, l'exemple ouvre une voie. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un cas d'étude plus que comme une conclusion. Son rôle invite à interroger la place du tempo, de la transparence et de la retenue dans d'autres contextes de tension. La question n'est pas de savoir qui détient la force, mais qui maîtrise la séquence. À ce stade, la discussion peut s'élargir. Quelle garantie exiger avant de soutenir l'attente plutôt que l'action immédiate? Comment reconnaître une preuve suffisante dans un environnement saturé d'informations? Et jusqu'où la pression civique peut-elle remplacer la contrainte armée sans s'y substituer totalement? Ces questions ne demandent pas une réponse unique. Elles appellent un échange informé, attentif aux faits et aux conséquences. C'est dans cet espace de dialogue que l'épisode trouve sa prolongation la plus utile.